comme ça vous pouvez commencer à lire les instructions. Et je le lirai tout à l'heure lorsque les personnes viennent. Il n'y a pas de musique, dommage. Une fois, je pense qu'on va prévoir un peu de musique pour rendre l'ambiance un peu plus agréable. Est-ce que c'est possible que l'audience intervienne en live ou Oui, effectivement. Okay. En fait, il y a deux possibilités de visionner. Il y en a certains qui vont être plus confortables d'aller uniquement sur YouTube parce qu'en fait, pour ne pas, il y en a certains qui veulent pas être enregistrés durant la période de questions, des choses comme ça. Donc, ils vont aller directement sur YouTube. Ok. Ouais. Donc, on va se synchroniser. Yasmine, d'ailleurs, on va s'introduire peut-être rapidement, mais Yasmine, elle s'occupe tout le volet de la diffusion et du partage de l'information sur le channel de YouTube pour ce soir. Parfait. Je pense que je vais commencer. Qu'est-ce que tu en penses, Yasmine? Oui, tu peux commencer. Parfait, merci bien. Tu as commencé à préparer le setup? Oui, on est sur le live. Parfait, merci bien. Merci Yasmine. Donc, bonsoir tout le monde. Merci d'être venu en si grand nombre. Je sais que j'exagère peut-être de dire en si grand nombre, mais quand même, pour un événement virtuel qui est votre énième peut-être présentation virtuelle. Donc, je vous remercie et puis au nom de l'équipe. Donc, ce soir, on aura, avant de débuter, je vais vous mettre en fait quelques indications du déroulement. Donc, s'il vous plaît, mettez votre micro en sourdine. Utilisez le chat ou levez la main sur cette plateforme pour poser des questions. Utilisez la boîte de dialogue sur YouTube pour poser des questions pour les personnes qui ne sont pas présentes sur cette plateforme Jitsi. Et sachez que cette rencontre est enregistrée et diffusée sur la plateforme YouTube sur le compte Monbug. Donc, pour les personnes qui ne souhaitent pas être enregistrées, vous pouvez vous diriger directement sur YouTube. Celle-ci sera diffusée directement. Donc, sans plus tarder, ce soir, nous allons accueillir Dr Vanessa Dumont, qui va nous présenter les challenges et opportunités du profilage de l'épigénome, spermatique. Donc, rapidement, donc, le docteur Dumont a obtenu son doctorat en pharmacie en France, ainsi qu'un autre doctorat en épidémiologie moléculaire de l'université de Tromsø en Norvège et l'université de Paris 11 en France. À la suite de plusieurs postdocs, elle s'installe au Canada avec le poste de chercheur scientifique à Perform et professeur au département de biologie à l'université de Concordia. Encore une fois, je vous remercie de votre présence. Merci. Partager mon écran. Ah, excusez-moi. Est-ce que tout est bon ou j'ai oublié de faire une autre petite annonce, excusez-moi. Ok. Rapidement. J'ai oublié d'indiquer qu'à la suite de cette présentation, il y aura une annonce. Et pour ceux qui veulent diffuser une annonce, donc veuillez attendre la fin de la présentation. Je vous donnerai du temps pour présenter votre annonce. Voilà. Merci beaucoup. Ok. C'est bon, vous voyez mes slides? Oui. Ouais, ok. Oui, bonjour à tous. Donc, j'ai commencé à travailler avec l'épigénome du sperme il y a environ 4 ans de ça.
et je vais vous parler un petit peu du travail que j'ai fait en collaboration avec le Dr. Kimmins à McGill University. Je ne sais pas si je vais la faire en français. Je pense que je vais essayer en français, puis si ça ne fonctionne pas, je vais switcher en anglais. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais au niveau dans les cellules du sperme, la chromatine a une organisation très spécifique. Et principalement, c'est parce que les histones sont enlevés. La majorité sont enlevés et il reste environ 10 à 15% chez les humains. Ces histones sont remplacées par les protamines, qui permet vraiment la grande condensation de la chromatine à l'intérieur de la tête du spermatozoïde. Assez tôt, on s'est rendu compte que la localisation des histones qui étaient retenues dans le sperme était organisée et arrangée d'une façon prédictible. Et on est particulièrement intéressé à regarder les marques épigénétiques du sperme, notamment les modifications des histones, comment ces modifications sont altérées par des stressants environnementaux et éventuellement qui pourraient transmettre de l'information aux prochaines générations. Donc, où sont ces histones qui sont retenues dans le sperme? C'est 10 à 15%. Ça a été un sujet qui a été relativement débattu. Notamment, les 2 premières études publiées en 2009 et 2013 ont étudié les cellules du sperme sur quelques humains ou chez la souris. Et on conclut que les histones étaient principalement retenues à des régions qui étaient riches en CpG et auxquelles il aussi manquait la méthylation de l'ADN. Mais en 2014, 2 autres études ont contredit un petit peu ces premiers résultats en montrant que les histones étaient principalement retenues dans des régions qui étaient non codantes. Et finalement, en 2016, plusieurs groupes ont montré que des différences dans les manipulations expérimentales, mais au laboratoire, mais également au niveau de l'analyse, pouvaient expliquer en fait ces résultats qui étaient différents entre ces études. Donc, quels sont ces challenges, en particulier quand on travaille avec le sperme? Donc, c'est montré en rouge ici. Ça vous montre en gros le workflow de ChIP-seq qui permet le genome-wide mapping des histones ici pour le sperme. Et notre premier challenge, en fait, c'est la purification des nucléi. Déjà, les spermatozoïdes ont un génome haploïde. Et en plus de ça, comme je vous ai mentionné au début, on travaille uniquement avec 10 ou 15% des histones. La deuxième complication un petit peu quand tu travailles avec le sperme l'épigénome du sperme, pardon, c'est qu'on s'est rendu compte que la stabilité des nucléosomes était différente selon si le nucléosome était localisé au niveau du promoteur ou dans des régions non codantes. Et par exemple, les nucléosomes dans les régions au niveau du promoteur sont peut-être sans doute plus stables, ce qui fait qu'au niveau du laboratoire, on est obligé d'utiliser des traitements MNase plus forts pour pouvoir isoler ces mononucléosomes. Mais en même temps, on ne veut pas être trop stringent parce qu'à ce moment-là, on va dégrader le matériel génomique dans les autres régions. On s'est aussi beaucoup intéressé à regarder aux différents histones commerciaux et pour ceux qui travaillent avec le ChIP-seq, on est tous un peu au courant de la cross-réactivité des antibodies qu'on achète. Et en l'occurrence, on a regardé en détail Shah et al. Qui a vraiment détaillé la spécificité des antibodies qui étaient targetés sur H3K4, H3K4, je vais le dire en anglais celui-là, H3K4 trimethylation, qui est la marque de l'histone qu'on a profilé en fait dans notre étude, et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi on s'est concentré sur cette marque.
Puis finalement, comme je vous dis, il y a aussi il y a aussi des différences de la façon où les sequencing reads sont analysés et mappés au niveau du génome. Notamment, les dernières études ont autorisé le read d'être compté plusieurs fois dans le génome, ce qui peut créer un biais avec les rites qui se trouvent plus dans les régions intergéniques, notamment au niveau des régions répétées. Et puis, il y a aussi un problème de signal to noise. C'est assez général pour n'importe quelle étude de chip. Donc, comment on a adressé ça comment on a traité ça? En fait, je travaille avec, comme j'ai dit, une super bonne équipe et ils ont optimisé le protocole pour l'isolation des nucléosomes spermatiques ainsi que le profilage. Donc, maintenant, on a une méthodologie de laboratoire qui est très efficace. Et aujourd'hui, je vais vous parler plus dans le détail d'une étude qui a été publiée cette année avec le premier auteur Romain Lambro, qui donc profile l'épigénome spermatique en se concentrant sur HUK4-TRI. Donc, pourquoi on regarde en particulier cette marque de l'histone? C'est parce que l'équipe de Sarah, en fait, a développé un modèle de souris qui montre une inhéritance épigénétique. Et en fait, ce modèle de souris exprime overexpress histone lysine déméthylase, KDM1A. Et cette déméthylase est targetée surtout pour la marque HUK4-DI et HUK4-mono. Mais when we breed, je savais que j'allais pas le faire tout le temps en français. Quand on breed l'animal transgénique avec l'animal contrôle, ils se sont rendus compte que la progénie, en fait, avait des développements, des anormalités au niveau du développement, qui avaient moins de survie et également une altération de l'expression des gènes de l'embryon. Et ces différences se sont trouvées au niveau de la progénie transgénique, mais aussi de la progénie non transgénique. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'en effet, ils avaient une diminution d'enrichissement de HUK4-DI au niveau des promoteurs, donc ce qui est attendu avec l'overexpression de histone lysine déméthylase. Quand ils ont comparé les transgéniques mâles avec les wild type, et cette perte de HUK4-TRI, on ne la trouvait pas chez les souris qui étaient non transgéniques et pourtant qui avaient le phénotype. Donc, on a cherché d'autres marques potentielles qui pourraient expliquer le phénomène d'inhéritance, d'héritabilité épigénétique. Et en fait, les deux candidats qu'on a choisis, c'est HUK4-TRI et HUK27-trimethylation, parce qu'ils étaient colocalisés avec la perte de HUK4-DI qu'on avait observée. Donc, après ces études-là, comme je vous ai dit, on s'est concentré, on a fait le profilage des deux autres marques. Une seule on a trouvé une seule qui avait des différences quand on a comparé les animaux transgéniques comparés avec le contrôle, et c'était HUK4-TRI. Et ces changements se sont trouvés aux deux niveaux, chez les animaux transgéniques et également les non transgéniques. Et on a aussi vu que les régions qui avaient des changements d'enrichissement avaient aussi HUK4-TRI qui était retenu dans l'embryon. Et puis, comme je vous ai dit, on est intéressé à voir comment ces marques sont transmises aux prochaines générations. De plus, deux études ont regardé l'effet de diet stressor, notamment une diète, une nutrition qui était déficiente en folate.
Et on s'est rendu compte que cette nutrition déficiente en folate exacerbait les changements qu'on voyait dans HUK4 chez les animaux transgéniques. Et ces régions qui avaient des changements exacerbés par la nutrition déficiente en folate aussi corrélées avec des différences d'expression des gènes chez les embryons. Et de même, une nouvelle étude qui est en ce moment disponible sur bioRxiv montre que une nutrition riche en fat, riche en gras, exacerbait les changements de HUK4 chez les animaux transgéniques. Et on a observé des phénotypes métaboliques qui étaient différents chez les mâles et chez les femelles. Et ça aussi, on a aussi montré que les régions qui avaient ces grands changements étaient impliquées, par exemple, dans le développement du placenta. Donc, on se dit que cette marque HUK4 a l'air d'être un bon candidat comme marque qui pourrait transmettre en fait un stress, comme par exemple une diète déficiente, et qui pourrait après être passé aux générations suivantes pour altérer leur phénotype et peut-être leur risque de maladie. On a aussi regardé au niveau de DNA methylation. Et pourquoi exactement? C'est parce qu'on sait que HUK4 et la méthylation de l'ADN sont anticorrélés au niveau des promoteurs, donc ils ont une relation très close. Et puis en plus, des études précédentes ont aussi montré que les patterns de méthylation de l'ADN dans les cellules spermatiques sont différents des patterns qu'on peut trouver dans les cellules somatiques, notamment au niveau des régions qui sont hypométhylées, parce qu'on les voit qui sont plus larges, et également on voit des régions hypométhylées qui seraient spécifiques au sperme, localisées au niveau des satellites et des rétrotransposons. Et puis finalement, nos collaborateurs ont également montré que à certains CpG qui ont un niveau intermédiaire de méthylation, c'est-à-dire qui sont entre 20 et 80% de méthylés, seraient potentiellement plus susceptibles à des stressants environnementaux. Et donc encore, on est intéressé par ces profils. Donc, comment on a adressé les résultats inconsistants entre les différentes études? On a utilisé en fait ce qu'on appelle des données de référence qui utilisent des échantillons qu'on a poolés, donc qu'on étudie ensemble, de 30 males. Et on a donc profilé HUK4 by ChIP-seq avec deep sequencing, c'est-à-dire qu'on a utilisé 150 millions de reads par échantillon, en utilisant des reads qui sont assez longs, de 200 base pairs. Et tout ça, c'est vraiment pour essayer de augmenter notre signal to noise et aussi augmenter the accuracy of l'alignement de ces reads le long du génome, et en particulier au niveau des repeats. Et il y a une publication de Sexton et al. Qui montre quels sont les paramètres de séquençage qui seraient optimaux pour vraiment aligner les reads au niveau des régions répétées. Et donc, on a aussi fait attention à garder uniquement le meilleur alignement, c'est-à-dire ne pas utiliser ces multiple repeats, comme les dernières études ont montré que ça avait tendance à créer un biais. Et on a aussi enlevé les alignements qui avaient plus de 3 mismatchs. En plus de cette référence ce pool,
On a aussi regardé, profilé 7 individual samples. Et on a utilisé MAX2 pour appeler les pics dans ces échantillons. Et vous voyez ici, c'est le nombre de pics qui ont été détectés par MAX2 en utilisant notre population de référence. En violet, on voit le nombre de pics qui ont été détectés, qui sont très variables quand on utilise un échantillon individuel. Et en gris, vous voyez le nombre de pics qui ont été détectés par la seule autre étude qui profilait Escherichia-4 dans le sperme, Hamoud et al., qui était publié en 2009. Eux, ils avaient à peu près 30 millions de reads pour leur échantillon et aussi des reads assez courts. Et puis, c'est l'exemple ici d'un gène en particulier avec les tracks. Et en bleu, ici, vous voyez les MAX2 qui appellent les pics vraiment avec une bonne accuracy. Tandis que quand on travaille avec les échantillons individuels, MAX2 a du mal à vraiment détecter tous les pics qui sont enrichis avec Escherichia-4. Et ceci, le dernier, c'est les pics pour Hamoud. Donc, on voit que les pics qui sont définis par MAX2 en utilisant la population de référence sont à peu près reproduisibles. On les voit aussi dans les autres échantillons. Mais bon, ça, c'est un seul gène. Donc, on a regardé au niveau whole genome comment le signal des régions sous-pics de ces 50 000 régions sont reproductibles. Et donc, on voit ici, c'est une correlation matrix où tu as la population de référence et puis les échantillons individuels. Et on voit bien qu'il y a une bonne corrélation du signal sous-pic qui ont été identifiés par la population en utilisant la population de référence. Donc, on était confiant qu'on avait une bonne définition de l'enrichissement de Escherichia-4 dans les cellules spermatiques d'humains. Donc, où elles sont localisées, donc on voit ici que beaucoup de pics sont localisés au niveau des promoteurs et des CpG islands. Cette localisation, c'est enrichi, c'est-à-dire qu'on les trouve, c'est plus more likely than what we expect by chance. Donc, si on prend les régions de la même taille randomisées autour du génome, on ne trouvera pas autant de ces pics qui tombent dans ces régions ici, donc des CpG islands, des promoteurs, en gros tout ce qui est codant. On trouve aussi beaucoup de pics qui tombent dans des régions non codantes et notamment dans certaines qui overlappent avec certaines repeats qu'on appelle des signs et lines. Mais comme le génome est principalement intergénique, cet enrichissement n'est pas significatif. Et en fait, on a regardé plus précisément à ces repeats ici qui tombent dans les régions codantes, c'est-à-dire que les low complexity se trouvent aussi avec des pics qui tombent sur les promoteurs, ainsi que les lines ici qui tombent également dans les régions codantes du génome. Et puis, on a vu que, en fait, il y avait un plus grand nombre de pics qui tombaient dans ces régions de repeat particulières, donc les low complexity et signs. Quand on regarde quels gènes sont marqués par Escherichia-4 et le low complexity repeat, on a fait un enrichissement et on voit qu'il y a beaucoup de gènes qui sont impliqués dans les programmes développementaux. Et on trouve que les pics Escherichia-4 qui tombent sur les gènes qui ont aussi un sign sont plus impliqués dans des processus cellulaires généraux et aussi qui overlappent les enhancers dans les human embryonic stem cells.
Et ça, pour nous, c'était très intéressant parce que c'est également ce qui a été récemment trouvé dans l'embryo, c'est-à-dire que Lu et al. A trouvé que les gènes qui étaient tagués par des low complexity repeats étaient exprimés plus tard dans le développement de l'embryon, c'est-à-dire au niveau du blastocyte, tandis que les signes taguaient des gènes qui étaient en général plus souvent exprimés dans le début du développement de l'embryon, c'est-à-dire au niveau du zygote. Ce qui fait que, en fait, on a un match entre ce qui se passe, les gènes qui sont marqués ici par no repeat et par Escherichia-Kochei au niveau du sperme avec l'embryon, ce qui est encourageant pour montrer que éventuellement cette marque pourrait être impliquée et transmise à l'embryon. Finalement, Escherichia-Kochei, on a aussi regardé, comme je vous l'avais dit, leur niveau de méthylation. Donc ici, j'ai fait la moyenne de méthylation sous pic. Et on a divisé en fait ces niveaux de méthylation moyens en 3 catégories en utilisant des thresholds qui sont assez classiques, c'est-à-dire low methylation, c'est de 0 à 20% de méthylation en moyenne, intermediate, c'est de 20 à 80, et high methylation, c'est de 80 à 100%. Et en fait, on confirme un petit peu les premiers résultats qui montraient que Escherichia-Kochei était souvent dans les régions codantes et qui n'ont pas de méthylation, c'est-à-dire ici en bleu. Mais on trouve aussi que les pics qui se trouvent plus dans les régions intergéniques ont des niveaux de méthylation qui peuvent être intermédiaires ou même hauts. Et donc ici, c'est cette représentation en heatmap où on voit bien ici le pic, l'enrichissement Escherichia-Kochei et le niveau bas de méthylation, tandis qu'ici, on voit le pic Escherichia-Kochei et un haut niveau de méthylation. Donc, dans quel domaine ces pics, selon leur niveau de méthylation, dans quel processus biologique ces gènes sont-ils impliqués? On trouve en fait que, et on a utilisé aussi des données disponibles dans la littérature qui profilent Escherichia-27me3. Donc ça, c'est une marque plutôt inhibitrice. Escherichia-Kochei, c'est plus un signe d'activation du gène. Et en fait, on voit qu'au niveau du sperme, les pics Escherichia-Kochei dans les régions qui ont aussi un bas niveau de méthylation, on dirait qu'elles sont comme silencées, rendues silencieuses par le Escherichia-27me3. Et on voit que cette répressive marque, en fait, est enlevée au niveau des premiers stage du développement de l'embryo, tandis que ça revient après dans les tissus fœtaux. Et ces gènes marqués par Escherichia-Kochei et méthylation basse sont impliqués dans des processus importants dans le développement du zygote et puis qui se font relativement tôt dans le développement du zygote. Tandis que pour les pics qui ont un haut niveau de méthylation, on n'a pas la marque qui répresse l'expression, et c'est principalement en relation avec la spermatogénésis. Comme je vous l'ai dit, maintenant qu'on a une bonne définition de où se trouvent les Escherichia-Kochei dans le sperme, on veut regarder comment l'environnement altère cette marque et qui éventuellement pourrait expliquer des problèmes dans la nouvelle génération. Et en particulier, on a regardé DDT, qui sont des pesticides qui sont en général qui sont interdits d'utilisation autour du monde, sauf dans la région subsaharienne de l'Afrique, parce qu'on utilise le DDT à l'intérieur des maisons pour contrôler contre la malaria, pour la prévention de la malaria. Et aussi, une autre population est beaucoup exposée au DDT, c'est parce qu'en fait, le DDT, ça disparaît pas, enfin, c'est pas bien métabolisé, donc ça persiste et ça s'accumule dans l'environnement, et notamment dans le married food chain.
et qui est la principale source de nourriture pour les populations de l'Arctique. Et donc, au final, on a étudié le sperme de ces deux populations. Et juste pour vous dire que on suspecte l'exposition à ces pesticides d'avoir des effets néfastes pour la santé reproductive, et on observe une augmentation des miscarriages, puis aussi des problèmes de développement de l'embryon, ainsi que des défauts à la naissance, et notamment la population qu'on étudie, c'est une population de la province de Limpopo dans l'Afrique du Sud, et on observe environ 7% des naissances avec des défauts à la naissance, et c'est quelque chose qui est plus prévalent que ce qu'on observe dans la population générale. Donc, je ne vais pas avoir le temps de tout présenter. Je vais principalement me concentrer sur le profilage de Escherichia coli en regardant la population de l'Afrique du Sud. Juste pour vous dire que cette population est constituée de 48 hommes du district Vambé, et que en fait ces hommes vivent dans des villages qui sont soit qui n'utilisent pas le DDT, et donc pas exposés. Ça, c'est les mesures au niveau du plasma de DDI, c'est le métabolite principal du DDT. Et on voit ces hommes-là qui ne sont pas exposés, tandis qu'il y a des hommes qui vivent dans des villages où leurs maisons sont aspergées de DDT, et donc sont évidemment beaucoup plus exposés aux pesticides. Et donc, en fait, on a divisé ces niveaux d'exposition en 3, donc juste en prenant les terciles. Et en fait, aussi pour vous dire que leur échantillon de sperme, en gros, dans les grands caractères phénotypes sont normaux. Et on a profilé Escherichia coli en utilisant les pics qu'on a identifiés dans notre population de référence. Et puis, on a aussi regardé la méthylation de l'ADN, mais je ne vais pas avoir le temps de vous présenter ces résultats. Donc, pour cette étude, j'ai comparé d'abord les deux classes les plus extrêmes d'exposition, c'est-à-dire le high and the low. Donc, j'ai exclu les hommes qui étaient dans la catégorie intermédiaire, et on a identifié en fait à peu près 2000 régions qui avaient des différences significatives d'enrichissement de Escherichia coli associées avec leur exposition au DDT. Et ces pics-là peuvent être classés en soit une augmentation de l'enrichissement de Escherichia coli avec l'exposition du DDT, ou une diminution de l'enrichissement de Escherichia coli associé avec l'exposition. On voit que c'est quand ces deux catégories où ces pics sont-ils localisés au niveau du génome, et que principalement les pics avec une diminution de Escherichia coli pour les hommes qui ont été exposés à DDT sont localisés proches du transcriptional start site, donc proches des promoteurs. Et je vais vous dire quelques mots principalement sur cela pour garder la présentation relativement courte. Et donc, quand on regarde les enrichissements, c'est-à-dire dans quelle classe biologique ces gènes sont-ils le plus impliqués, on voit des gènes qui sont impliqués dans les processus neurodéveloppementaux, aussi des gènes qui sont hormone disrupting, qui ont des effets épigénétiques, et qui aussi sont impliqués dans le développement de l'embryon. Encore une fois, on a regardé également au repeat en particulier, et on retrouve nos usual suspects de low complexity et les signs.
qui sont, donc c'est-à-dire que les régions qu'on a trouvées avec des différences d'enrichissement de HUK4TRI associées avec les DDT se trouvaient plus souvent dans ces régions comprenant une low complexity ou sign, plus que ce qu'on pouvait expected by chance. Et on a regardé également l'âge, c'est-à-dire on peut regarder les mutations, le nombre de mutations et de divergences avec la repeat originelle. Et il se trouve que ces repeats sont plus dans la classe jeune des transposable elements. Et on pense que ceux-là sont probablement les plus récemment fonctionnels. Et finalement, ici, c'est une heatmap pour vous montrer que ces pics aussi, qu'on a trouvés différemment exprimés avec DDT, ont aussi toujours la marque de HUK4TRI dans les stages early de l'embryon. Donc, au final, on conclut qu'on trouve des facteurs environnementaux comme l'exposition aux pesticides qui impactent l'épigénome du sperme à des régions qui sont impliquées dans le développement d'embryons, que les régions qu'on a identifiées marquent des gènes qui sont impliqués dans des processus moléculaires consistent with the adverse health effects qu'on trouve dans ces populations à haut risque. Et on pense que les profils d'HUK4TRI dans le sperme pourraient nous informer de comment l'environnement might shape l'héritabilité, le développement de l'embryon et également le risque de maladie chez les descendants. Et aussi qu'on pourrait éventuellement utiliser ces profils comme une nouvelle route pour la prévention et le diagnostic de l'infertilité chez les hommes. Et puis, ça, c'est les remerciements. Donc, comme j'ai dit, tout ce travail a été fait en collaboration avec le Dr. Sarah Kimin's lab at McGill. Romain Lambreau est le premier auteur du papier référence de notre étude de référence de population de référence. Ariane a repris les analyses, le lead pour l'analyse de la population d'Afrique du Sud et de Greenland. Jaqueta Tressler's lab, our collaborator pour les profils de méthylations de l'ADN. Nos collaborateurs dans l'Université de Pretoria d'Afrique du Sud et puis tous les participants de nos études. Je ne sais pas si vous avez des questions, je serais heureuse de répondre. Merci pour la présentation. Oui, il y a déjà une question sur le... Je ne sais pas si tu vois le dialogue. Which bioinformatic tool did they use to annotate gene coding in intergenic regions? OK, oui. Alors ça, on utilise en fait Repeat Masker qui a pour la plupart des organismes, c'est-à-dire humains, au moins humains et la souris, qui définit en fait les régions, surtout pour qui annote en fait le génome avec les différentes classes de repeat. Et puis tu as aussi le reference genome de l'humain, etc., où tu vas avoir les boundaries pour les promoteurs, les exons, les introns, etc. Ça se trouve dans les databases de UCSC ou de n'importe quelle autre, référence. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être pas, Yasmine. C'est la personne sur YouTube. Okay. Ouais, c'est sur YouTube qui a posé. Ok. Ouais, donc c'est sur Ensemble ou n'importe quoi, tu vas trouver en fait la notation des génomes qui va donner les limites, the boundaries of promoters and introns and exons, etc. And for the repeats, we use Repeat Masker, which was a work also that looked at defining the repeat regions and their different classes.
parfait. Y a-t-il d'autres questions? Donc, vous pouvez les mettre sur la boîte de dialogue ou lever la main et puis les poser en direct. Donc, n'hésitez pas. Moi, j'ai une question. Sur les Z-scores, tu regardais les Low Complexity Region. Pourquoi exactement tu regardais les Low Complexity Region? Oui, en fait, j'ai regardé toutes les classes et en fait, j'ai ploté juste le top. Mais en fait, c'est surtout parce que juste sans regarder les enrichissements, mais c'est-à-dire compter les pics qui tombent dans les low complexity, on voit, enfin dans les différentes régions de repeat. Bon, ça, c'est les plus prévalents, je dirais. Donc, le complexity ici, puis les lines et les signs. Donc, ici, tu as le nombre total de pics. Donc, ici, tu as à peu près 30 000 pics qui overlappent un sign. Et donc, en fait, après, pour les enrichissements, je prends donc les boundaries des 50 000 pics que j'ai, mais je les randomise plusieurs fois dans le génome, c'est-à-dire je prends des régions n'importe lesquelles et je regarde est-ce que les pics qu'on trouve nous dans les low complexity, est-ce que c'est quelque chose qui se trouve plus souvent que ce que mes permutations ont fait quand on les randomise avec le génome du génome? Est-ce que c'est clair? Ou peut-être en anglais, je peux te l'expliquer plus clairement. Oui, si tu veux. Ouais. So, in fact, here the plots just show you the top results. I did look at all the different classes of repeats. So when you have repeat masker, you have low complexity, you have sign, and then you have subclasses of sign and lines, etc. Okay, and basically, when I did the computation, I looked at all the classes, right? But then I plotted only the top ones. And here it just shows that, well, we have about 20,000 peaks that falls in that overlaps with a low complexity repeat. And what I do for the enrichment is just take the same kind of boundaries, the same width for all the 50,000 peaks that I found, but I take them randomly across the genome, and then I count how many falls into the low complexity repeat, and I do that 1,000 times. And if this number is lower than, if like my number, the number of where the reference population peaks fall is higher than what we expect by chance, then we say that we have a significant enrichment, and you have a Z-score associated with it. So it's a bit the strength. The Z-score represent the strength of the enrichment. So, yeah, est-ce que c'est plus clair ou... Oui, c'est super clair. Okay. Et j'imagine que, parce que le Low Complexity Region, c'est des régions répétitives. Ouais. Donc, est-ce que tu avais comme un threshold entre les séquences ou c'était des références que tu avais bien avant et tu faisais juste une détection? Ouais, les Low Complexity Repeats, c'est pas moi qui les ai définis, en fait. Peut-être que j'ai pas bien compris ta question, mais c'est Repeat Masker aussi qui a défini que dans ces régions-là du génome humain, c'est ce qu'on appelle des low complexity repeats. Donc, j'ai pas défini moi-même ce qu'on appelle une low complexity repeat. C'est juste la définition de la communauté. Est-ce que c'est ça donc Oh, oui, ça répond. Ok. Merci. Ouais, merci. Y a-t-il d'autres questions? Someone would like to speak, it says. Petite question. Oui. Bonjour. C'est juste si on peut avoir... si les slides sont accessibles sur le site ou pas, en fait. Les slides, je les ai pas mises accessibles, surtout que comme il y a des résultats. Mais si tu poses l'enregistrement YouTube. Ok, ça va. Non, c'est super, c'est parfait parce qu'il y a quelques petits trucs que je voudrais regarder, donc c'est cool, parfait. S'il y a ça sur YouTube, c'est parfait. Merci. Ouais.
Oui, ça se trouve, je confirme, ça se trouve sur YouTube. Ouais. D'autres questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, donc merci beaucoup Vanessa pour la présentation. Oui, merci à vous. Merci. Il y a une question sur YouTube. Ah, il y a une question sur YouTube. Okay. Is there a way to find the exact step of performing genic, enterogenic 5' UTR, 3' UTR region, perhaps using Python? Sorry for pushing English. Yeah, I don't know about Python, but I use R mostly. So, and I think R has kind of better packages, maybe easily import. But I use annotate R. I can if I write, can you see it in YouTube or not? Maybe not, but I can post it on YouTube. Okay, so vous pouvez aussi regarder la publication en fait qui développe assez bien nos méthodes. Parce que ouais, c'est un cell report, donc c'est très très détaillé. Mais moi, c'est ça ce que j'utilise. Dans Python, je ne sais pas. Mais c'est sans doute possible que si tu préfères Python, tu peux. You can probably import it in R and export it as a table, and then you import it in your Python script probably easily. So this annotator will have basically general annotation, including promoters, intron, exons, intergenic, OpenSeed, CPGs, and all the 3' UTR, etc. It will not have the repeat masker data, but you can import it and make a custom annotation. But yeah, I think using those information, you should be able to import, like just do some kind of file formatting conversion and import it in Python. He said, thank you, I can use R. Great. Juste une petite question justement pour cette package de R. Est-ce que pour l'annotation, l'étape d'annotation, le processus est long Non, c'est très rapide. J'ai vraiment pas de problème. Donc, tu peux faire ça sur un PC vraiment classique. Non, j'ai pas trouvé de problème particulier avec ça. Donc, ça retourne un objet assez grand. J'avoue que je travaille sur un serveur, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, si c'est un petit PC, mais je crois que ça devrait fonctionner sans problème. Ok, merci. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Sinon, on va passer à la période des annonces. Non, pas de questions. Donc, encore une fois, merci beaucoup Vanessa pour la présentation. Justement, je pense qu'il y en a beaucoup d'autres qui vont revoir la présentation parce qu'il y avait beaucoup d'informations. Oui, il y a tous les liens aussi des publications, donc vous pourrez regarder ça dans le détail. Excellent, merci beaucoup. Donc, on va passer aux annonces. Donc, je sais qu'il y a une personne, Yasmine, tu m'en avais parlé, qui voulait faire une petite annonce. Donc, on va commencer par elle. Oui, Pedro, si tu es ici. Parfait. À toi. Oui, je suis là. Est-ce qu'on peut m'entendre? Oui. Oui, ok, parfait. Je vais juste partager mon écran alors, c'est plus facile pour faire l'annonce. C'est pas trop long. Je peux seulement sélectionner un écran. De dire, est-ce qu'on continue d'enregistrer les annonces? Peut-être on va arrêter l'enregistrement. Peut-être, ouais. Oui, je vais arrêter. Parfait, merci. Parfait, donc est-ce qu'on peut voir mon écran? Oui.